Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Il y a 8 décennies, cette résidence des Alpes bavaroises a attiré les regards du monde entier. C'est là, en effet, qu'Adolf Hitler passait le plus clair de son temps. Cet après-midi, Franck Ferrand nous fait visiter les lieux. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Il y a quelques mois, les éditions Perrin ont fait paraître un ouvrage intitulé « Le diable sur la montagne », sous-titré « Hitler au Berghof 1922-1944 ». Ça commence tôt, vous voyez, 1922. L'auteur est un certain Thierry Lenz, mais oui, c'est bien le directeur de la Fondation Napoléon, qui d'habitude vient nous parler de la saga impériale. Et il est agréable de voir que les historiens peuvent aussi sortir de leur spécialité, en tout cas de celle dans laquelle on prétendrait les ranger. Le paysage est idyllique et en plus c'est de saison là, les Alpes bavaroises. Oui. Imaginez une tranquille région de montagne enneigée, des massifs enneigés toute l'année, des villages un petit peu endormis, des lacs d'eau pure. On fait beaucoup de randonnées dans cette région encore aujourd'hui, des fermes isolées accessibles par des chemins escarpés à travers les sapins. C'est donc là, au sud de la Bavière, près de Berchtesgaden, tout près de la frontière autrichienne. On est à, une vingtaine de kilomètres de Salzbourg. C'est dans ce véritable paradis pour citadins, en mal d'air frais et de repos, que les choses vont se passer. En 1916, un homme d'affaires du nord de l'Allemagne, il s'appelle Otto Winter, décide de bâtir ici un chalet complètement à l'écart, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un point d'observation extraordinaire sur un paysage merveilleux. Il nomme ce chalet Maison Wahrenfeld, du nom de jeune fille de sa femme, Margrethe. La résidence est très confortable, mais elle n'est pas trop grande, il n'y a aucun luxe tapageur. Voilà comment nous l'a décrit Thierry Lenz. Elle ne comptait que quelques pièces sur 2 niveaux, une salle de séjour, une cuisine et un office au rez-de-chaussée, 2 chambres et une salle de bain à l'étage. Les pièces du haut étaient entourées d'une véranda-balcon coquettement fleurie au beau jour. Il faut vous dire que le climat se prête particulièrement à la culture des fleurs. Jusque des fleurs de montagne, rien d'extraordinaire, donc vous l'aurez compris, sauf que, en 1928, Margaret, qui est devenue veuve entre-temps, est sollicitée pour louer son chalet. Et celui qui veut louer le chalet s'appelle Adolf Hitler. Il a 39 ans à l'époque, Hitler, c'est un homme en pleine ascension politique. Il vient de se relever de ce putsch manqué de 1923. Il est allé faire un long stage en prison. Margaret, c'est exactement qui il est. Et pour cause, elle a elle-même sa carte au parti nazi, au parti extrémiste allemand. Elle est même prête à faire un geste en proposant à Adolf Hitler un loyer modique. Il connaît bien l'Obersalzberg, Hitler. C'est Dietrich Eckart, qui est un auteur antisémite féroce qui lui en a fait connaître les majestueux paysages au début des années 20. Et puis depuis, il y est constamment revenu. Avec la maison Wahrenfeld, il trouve, on peut le dire, un lieu tel qu'il le cherchait, c'est-à-dire parfaitement calme, en retrait. Et il aime tellement ce chalet, où il vient de plus en plus souvent, qu'il entreprend de le racheter en 1932. 1932, vous voyez qu'on est maintenant à quelques mois, à quelques semaines de sa nomination en tant que chancelier du Reich. C'est ainsi que la paisible maison d'Otto et Margaret Winter se retrouve propulsée dans l'histoire. Elle devient un centre de pouvoir autant qu'un refuge pour celui qui est en passe de devenir un des plus grands, bourreaux du XXe siècle. De cela, un homme a laissé un témoignage étonnant. Otto Dietrich, qui est le chef du service de presse de Hitler, un des personnages troubles de l'entourage du Führer. Vous savez qu'il y a eu comme ça énormément de ceux qui ont côtoyé Hitler, qui dans les années 50 et 60 ont écrit des mémoires, ont publié des articles dans les grandes revues internationales, etc., ce qui nous permet d'avoir du quotidien du Führer une image relativement précise. C'est donc à travers ce regard-là, à travers celui d'Otto Dietrich, que je vais essayer de retracer l'histoire de ce lieu qui révèle bien des aspects de la personnalité du dictateur. Dès le début des années de Hitler au pouvoir, le changement de statut de la résidence alpine est perceptible, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, les touristes. Vous imaginez, tout le monde veut venir voir la maison d'Hitler, bien entendu. C'est Otto Dietrich qui raconte des milliers de gens gravissaient les pentes de la montagne pour le saluer devant sa maison. Hitler se faisait photographier avec des enfants, il prenait des lettres ou des suppliques qu'on lui tendait, il invitait des garçons et des fillettes à venir s'asseoir avec lui sur sa terrasse.
Seulement, à mesure que Hitler développe son pouvoir, installe sa dictature, la résidence ne peut pas demeurer à ce point accessible. Il faut changer tout. Des changements vont s'imposer pour modifier d'abord les dimensions, la taille, les connexions avec l'extérieur, et puis créer toute une zone interdite autour pour plus qu'on puisse s'approcher comme ça de la maison. Sur ce point, le sombre Martin Bormann, qui est chef d'état-major de Rudolf Hess et chargé des travaux, n'y va pas de main morte. Il rachète un certain nombre de terres alentour, quitte à faire usage d'intimidation pour forcer la main de ceux qui seraient récalcitrants. Il entreprend des changements colossaux, je n'ose écrire le terme avec un K. Otto Dietrich précise « C'en fut fait de la paix de la montagne, les paysans furent indemnisés et durent quitter leurs fermes, le village d'Obersalzberg fut rasé, on construisit à la place une caserne qui devait abriter tout un bataillon de garde SS, les jolis petits sentiers des pâturages devinrent de larges routes bétonnées, de lourds camions et des pelles mécaniques sillonnaient maintenant toute la journée les chemins où auparavant ne passaient que des attelages de bœufs paisibles. Parfois, le tonnerre des charges de dynamite rompait le silence des montagnes. Hitler finit par interdire qu'on fît sauter les roches le matin. Ça l'empêchait de dormir. Ah oui, parce que vous verrez, les horaires d'Hitler, c'est quelque chose. Il n'a pas les horaires absolument de Monsieur Tout-le-Monde. On y viendra tout à l'heure. Donc, en quelques années, le chalet des Winter est devenu le fameux Berghof. Berghof, c'est-à-dire le havre d'altitude, si vous voulez, le havre de montagne. Les éléments du chalet ont été conservés, c'est vrai, mais on a ajouté tout un étage supplémentaire, on a créé toute une aile, et désormais, comme l'indique Thierry Lenz, la résidence compte une trentaine de pièces. C'est certes une résidence secondaire, mais ça reste celle d'un chef d'État, évidemment. Des bâtiments secondaires sont bâtis, un pavillon de thé très important, qui est à un petit kilomètre de la maison, et où Hitler va prendre le thé quand il est en séjour dans la région. Également une ferme, des serres d'altitude, etc. Bormann entreprend par ailleurs, en vue des 50 ans d'Hitler, les 50 ans c'est donc en 1939, il entreprend de bâtir un nouvel édifice niché sur un sommet abrupt, le mont Kehlstein. On est là à 1800 mètres d'altitude. C'est ça que plus tard on surnommera le Nid d'Aigle. Et on a tendance souvent à confondre le chalet de Berchtesgaden lui-même, le Berghof, avec le fameux Nid d'Aigle. Ce sont deux lieux différents. De même qu'il y a un troisième lieu qui est le pavillon de thé. Vous voyez, tout ça est différent. Alors, depuis le Nid d'Aigle, alors là, le panorama sur les Alpes est littéralement époustouflant, mais à quel prix, me direz-vous ? La route qui mène là-haut nécessite le travail de très nombreux ouvriers pendant de très nombreux mois, dans des conditions de limite. Otto Dietrich le raconte, au bout de la route, l'accès au pavillon est rendu possible grâce à une galerie qui a été carrément percée dans la montagne et à un ascenseur, énorme ascenseur qui mène directement à l'intérieur. Ce cadeau d'anniversaire ne va cependant pas vraiment enthousiasmer le Führer, qui ne s'y sent pas bien et qui va s'y rendre très peu, je crois une vingtaine de fois, si j'en crois Thierry Lenz, nous en reparlerons tout à l'heure. Le Berghof garde sa préférence de loin, c'est là qu'il aime passer du temps, c'est là qu'il vit, je vous le disais, à son rythme, à son heure. Il va créer, disons-le, autour de lui, dans ce Berghof, une sorte d'atmosphère très particulière, étrange s'il en fut, pesante et même oppressante. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous plongez dans l'atmosphère du Berghof, une résidence d'Adolf Hitler dans les Alpes bavaroises. Alors juste avant de savoir à quel point le quotidien pouvait y être pesant, vous allez nous le raconter ça, je voudrais quand même savoir à quelle fréquence Hitler se rendait dans cette maison. Oh, une assez haute fréquence en fait. C'était vraiment son lieu de loisir. Le Berghof fait partie des lieux où Hitler aime se rendre le plus souvent possible. Je cite Thierry Lenz. Il y passa environ un quart de son temps de gouvernement de janvier 1933 à juillet 1944, y compris donc pendant la guerre. Alors qu'en son nom le fer et le feu se déchaînaient, on note sa présence au Berghof en janvier, en juillet, en août, puis en d'octobre à décembre 1940. De janvier à mars puis en mai 41, au printemps puis en octobre 42, de mars à juin 43, en février, mars, avril et en juillet 44, soit 19 mois entiers auxquels il faut ajouter quelques sauts de puce. Il dira, et ça c'est une phrase d'Hitler, il y eut un temps où quand je devais quitter Berchtesgaden, j'en aurais pleuré. Vous voyez que c'était vraiment son lieu de cœur, quoi. Et pour s'y rendre aussi fréquemment, on peut penser donc qu'il est là vraiment chez lui. C'est vrai pour lui, ça, c'est moins vrai pour ses hôtes,
qui, eux, sont un peu décontenancés, pour tout vous dire, et même vont assez vite se lasser du petit chalet, enfin plutôt du gros chalet à la montagne. Alors, pour juger de cela, il faut revenir à ce que nous raconte Otto Dietrich et se plonger donc dans le quotidien d'Hitler-Oberghof. Le plus souvent, il se lève donc le matin très tard. Le premier moment important, après quelques occupations personnelles et politiques, c'est le déjeuner qui a lieu avec les convives du jour, entre 10 et 20 personnes, triées sur le volet évidemment. Donc vous imaginez être invité, être convié par le chancelier Oberghof, c'était vraiment le privilège suprême pour les hiérarques du régime nazi. Alors il y a toujours des femmes à table. Hitler y tient beaucoup. Il y a très souvent Eva Braun, donc sa célèbre maîtresse qui a remplacé pendant les années 30 l'admisseur d'Hitler, Angela Raubal, vous savez, qui est un peu la maîtresse de maison officieuse du Berghof, si vous voulez. Elle est fréquemment accompagnée d'une de ses sœurs. Elle a des amis également qu'elle invite. Il y a aussi les épouses des collaborateurs. Par exemple, Hitler apprécie tout particulièrement Magda Goebbels et toutes sortes d'invités, si je puis dire. Avec les femmes, le dictateur est d'une courtoisie très appuyée, très vieille Allemagne, si je puis dire. Elles sont là, pense-t-il, pour créer une atmosphère reposante et légère. Vous imaginez comme l'atmosphère est légère dès qu'Hitler est là. D'abord, la conversation n'est pas libre du tout. On ne parlait pas du tout de politique à table, explique Otto Dietrich. Hitler donc voulait se libérer aux heures des repas. La conversation n'était pas très variée, se limitait à un certain nombre de sujets, presque toujours amenés par Hitler. Il parlait souvent d'alimentation et de cuisine. Ah oui, parce que ça le passionne, évidemment. Vous savez qu'il est végétarien, rigoureusement végétarien. Il y a d'ailleurs un plat qui lui est servi à part des autres invités. Il évite l'alcool. Il brocarde parfois ses invités en les traitant de mangeurs de cadavres, parce qu'il déteste les gens qui mangent la viande, mais autour de lui, on continue à manger normalement, si je puis dire. Il a d'ailleurs aussi condamné la chasse, vous savez, sauf dans les cas où le chasseur risque sa vie, ce qui rend les chasses en question relativement rares, évidemment. Et il en a d'ailleurs complètement prohibé la pratique dans l'Obersalzberg. Hitler donne aussi son avis sur l'art et sur l'architecture. Ça fait vraiment partie des conversations qui reviennent constamment. Et il raconte des anecdotes personnelles qu'il a tendance à servir un certain nombre de fois à la suite. Évidemment, ouvertement, on peut donner son avis. On a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec Hitler. Ah bon ? Sauf que, oui, on a le droit, mais il vaut mieux pas. Oui, est-ce que j'ai besoin de vous le dire ? Les discussions sont donc monotones, forcées. Et alors lui essaie de mettre de l'humour dans tout ça. C'est là que ça devient pas toujours avec finesse, nous dit Otto Dietrich, je le cite. L'esprit de Hitler était affecté et correspondait à son naturel sarcastique. Les brocards qu'il lançait à telle ou telle personne de l'assistance étaient presque toujours tirés par les cheveux. Et quand il avait trouvé quelque chose qu'il croyait drôle, il insistait lourdement. Comme il était impossible de lui rendre la monnaie de sa pièce sans le rendre ridicule, ça faisait souvent un effet pénible. Tout ça dans une atmosphère glaciale au sens propre du mot, puisqu'on maintient la température grâce à des climatisations à 11 degrés. Oh là là. C'est-à-dire qu'on est au frigo du matin au soir, mais il ne supporte pas autre chose, Hitler. Alors après le repas, il aime s'occuper de son chien. La plus célèbre, c'est évidemment ce berger allemand qui s'appelait Blondie, sa chienne berger allemand, qu'il voulait végétarienne. Mais vous imaginez bien que pour un chien, non, c'est pas pratique. Et à ce moment-là de la journée, il participe régulièrement, le chien, à un certain nombre de séances de travail. Et quand il n'y a pas d'impératif à gérer, eh bien, Hitler profite du milieu de l'après-midi pour aller au fameux pavillon de thé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors c'est l'occasion d'une petite marche, même si on ne peut pas dire que ce soit un grand amateur d'efforts physiques. Là-bas aussi, Hitler reprend la conversation. Et alors autour, on essaie juste d'alimenter la conversation du Führer. Vous voyez comme c'est pratique. Et alors on parle toujours de la même chose, même genre de soliloque qu'à table le midi. Et puis une voiture vient chercher des voitures, tout un petit chapelet, vient chercher les invités là-haut au pavillon de thé et les ramène au Berghof. Alors là, c'est le moment où Hitler s'enferme pour travailler. Il lui arrive de passer un peu de temps aussi dans ses appartements privés avant le dîner. Le dîner en question, il est extrêmement tardif. Quand je dis extrêmement tardif, on sert rarement avant 23 heures, vous imaginez. Et l'ambiance est à peu près aussi détendue qu'au déjeuner. Le repas fini, les convives ne sont pas libérés pour le moment parce que arrive le moment de la veillée. Hitler, il faut le savoir, est insomniaque. Il se couche extrêmement tard, rarement avant l'aube, figurez-vous.
Ce qui veut dire que il va falloir combler la conversation pendant des nuits entières. Les invités, évidemment, essaient de retenir autant qu'ils peuvent leur bâillement. On est souvent dans le grand hall du Berghof qui sert de salon avec une très grande cheminée. Otto Dietrich raconte: la lueur des flammes illuminait les splendides tableaux de maîtres allemands et italiens qui étaient suspendus de toutes parts. Hitler dirigeait la conversation comme toujours. Ses hôtes ne faisaient guère que l'écouter. Et tandis qu'il parlait, j'avais parfois l'impression que son esprit était absent, que ses pensées vagabondaient ailleurs. Évidemment, il vaut mieux pas bâiller dans ce genre de circonstances. Et pendant la guerre, la consigne interdit d'aborder l'actualité politique ou militaire. Donc, vous imaginez, on est dans des moments où l'Europe est en train de vaciller sous l'effet des armées d'Hitler lui-même. Et de quoi parle-t-on ? On parle de la capacité de tel ou tel peintre à rendre le coloris d'une fleur. Et quand enfin Hitler va se coucher, ouf, on imagine le soulagement de l'assistance. Une assistance qu'il faut bien le dire va se clairsemer au fil des mois et des séjours. On ne se bouscule pas pour venir au Berghof, en tout cas pour venir y séjourner. Otto Dietrich le souligne, les aides de camp devaient sans cesse s'efforcer de compléter l'assistance qui commençait vraiment à se clairsemer. Il faut vous dire que, évidemment, le crépuscule est en train de tomber sur le Berghof et ça n'est pas forcément le crépuscule des dieux. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors, il y a un instant, Franck Ferrand, vous nous avez fait revivre les soirées et les journées. J'ai fait ce que j'ai pu, disons. Les journées, les soirées très pesantes au Berghof, ce chalet dans les Alpes bavaroises qui appartenait à Adolf Hitler. Il y a de moins en moins de volontaires pour venir au Berghof. En même temps, vous imaginez bien le privilège inouï que ça représente. Donc, c'est quasiment comme une décoration. Et puis, la fascination évidente et la griserie des invités qui sont en présence du maître absolu de la moitié de l'Europe à l'époque. Et donc, on ne peut pas imaginer que les gens n'aient pas été sensibles à ça. On a beau nous raconter tout ce qu'on veut dans les années 50 et 60, on imagine que dans les années 30 et 40, globalement, les gens étaient bien contents d'être là. Mais évidemment, alors le quotidien de temps en temps est un petit peu modifié. Il arrive à Hitler de rompre un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu les habitudes, notamment avec des films. Il adore le cinéma. Lors d'une visite de Mussolini, on a diffusé un film humoristique intitulé « Tout est la faute de Napoléon ». Au rayon des distractions, il y a la musique, bien entendu. On est en Allemagne, évidemment. Alors Beethoven, Wagner, dont nous avons entendu tout à l'heure quelques accents. Et puis l'opérette également, qu'adore Hitler. Lors d'un séjour, il va aussi convier un magicien pour essayer de distraire les convives, tout simplement. À l'occasion de ces représentations, note Otto Dietrich, il défendit qu'on publiât des articles explicatifs sur l'art magique et la prestidigitation, afin de ne pas désillusionner les masses populaires à son sujet. Bon, on a envie de dire que les magiciens n'ont pas attendu Hitler pour ne pas révéler leurs trucs. Mais bon, on peut être étonné globalement par le temps relativement limité que Hitler consacre au travail dans tout ça. Moi, c'est toujours ce qui me fascine. Quand on avait déjà eu l'occasion de faire une émission avec François Kersaudy sur le sujet, on a l'impression qu'Hitler ne travaille pas. Il y a quand même des réunions qui ont lieu avec des généraux au Berghof à différents moments de la journée. Et dans ces moments-là, on demande aux invités, notamment aux femmes des invités, d'attendre un petit peu à l'écart. Il y a aussi que des veillées qui sont interrompues. Ça, c'est au moment des années de guerre. Quand il y a des nouvelles très importantes, on vient chercher quand même le chancelier au milieu de la soirée. Mais globalement, parce que c'est là qu'on apprend les grands événements de la Seconde Guerre mondiale. Mais globalement, c'est vrai qu'Hitler, quand même, par rapport aux autres chefs d'État de la même époque, pensez à Churchill, pensez à Roosevelt, incroyable bourreau de travail, pensez évidemment à Staline. On a l'impression qu'Hitler est, de ce point de vue-là, moins actif. On verra ce qu'en pense Thierry Lenz tout à l'heure. Le grand hall de la résidence, avec sa baie vitrée absolument fantastique, donne sur ce paysage de montagne. Et il faut imaginer que c'est dans ce décor tout à fait adapté que se joue le sort de l'Allemagne nazie. Et donc, qui dit Allemagne nazie pendant plusieurs années, encore une fois, de la moitié de l'Europe. Ce fut là, nous raconte Otto Dietrich, que le 31 décembre 1940 à minuit, il leva son verre, rempli pour une fois de champagne, comme quoi c'était vraiment l'exception, à la victoire finale qu'il avait alors la certitude de remporter en 1941. Et je me souviendrai toujours, note Dietrich, de l'effroyable nuit que nous passâmes dans ce hall lorsque le fier Bismarck fut coulé après avoir lui-même envoyé le Hood par le fond. Ce fut également dans ce hall que Hitler apprit la nouvelle du grand débarquement en France qui décida du sort de la guerre. Et ce fut là enfin
qu'il reçut la nouvelle fatale de la rupture du front allemand à la tête du pont de Baranov, dont il n'aperçut pas tout de suite la gravité, puisqu'il ne retourna que 3 jours plus tard à son quartier général de Prusse orientale. Vous voyez, ça va dans le sens de ce que je vous disais, comme si on relativisait les choses lorsqu'on était là-haut au Berghof. Pendant que tous ces événements font donc basculer le monde, un impressionnant réseau de souterrains est construit sous le chalet lui-même. Mais ce n'est pas là que Hitler va finir sa sinistre existence. Vous savez, la belle saison de 1944 est marquée par les derniers séjours au Berghof. Et début juin, juste avant le débarquement de Normandie, on va fêter là le mariage d'une sœur d'Eva Braun avec un officier SS. Les images montrent, parce qu'elle passe son temps à faire des petits films, Eva Braun, vous savez qu'on voit beaucoup sur Arte, il y avait des soirées entières là-dessus, et on voit des visages plutôt souriants. Ça ne va pas durer, la machine nazie est sur le point de s'effondrer et au milieu du mois de juillet, Hitler va quitter définitivement l'Obersalzberg. Les mois qui suivent sont marqués par le triomphe des Alliés, vous le savez, et le 25 avril 1945, le Berghof essuie d'intenses bombardements. La résidence, l'essentiel des dépendances sont très fortement endommagées. Le bombardement, nous dit Thierry Lenz, fut connu à Berlin presque en temps réel. Hitler ne manifesta aucune émotion particulière à l'annonce de la destruction de sa montagne. Bonjour Thierry Lenz. Bonjour Franck. C'est un ouvrage très, très intéressant que vous nous proposez. Comme d'habitude, allais-je dire, mais sur un sujet bien différent. Vous faites des infidélités à l'Empire et à la saga napoléonienne. Écoutez, c'était les vacances et voilà, je suis allé me promener. J'étais dans la région de Salzbourg. Des vacances très studieuses, vous. Oui, mais enfin, vous savez, on ne se refait pas vraiment, même pendant les vacances. Donc, je suis allé me promener sur cette montagne. Et puis, d'abord, j'ai trouvé l'endroit absolument épatant, extraordinaire, magnifique. Enfin, les mots nous manquent. Et puis, en même temps, comme j'avais lu avant d'y aller qu'il n'y avait rien à voir, j'ai été très surpris de constater qu'il y avait encore beaucoup de choses à voir. Parce que contrairement à ce que voudrait faire croire la République fédérale d'Allemagne, on a conservé pas mal de choses. On a rasé le Berghof lui-même, ouais. Mais il y a toujours, par exemple, le nid d'aigle. Le nid d'aigle est intact, puisque dans le grand bombardement, c'était une tête d'épingle, donc on l'a raté, si je puis dire. Et il est donc ouvert au public. On prend d'ailleurs l'ascenseur que vous décriviez tout à l'heure, le petit tunnel, la route très escarpée, 130-140 000 visiteurs par an. À cet endroit-là, au nid d'aigle. Au nid d'aigle, 400 000 visiteurs pour l'ensemble du plateau. C'est-à-dire l'équivalent d'un des grands châteaux d'Allemagne ou d'un grand musée. Hein. C'est énormément de monde, en fait. Et alors, si vous voulez, en valeur absolue, il y a rien à voir. Sinon le paysage quand même. Sinon le paysage, mais dans la forêt, comme les Allemands construisaient solide, c'est leur réputation, il reste des petits vestiges. Alors il reste un petit morceau du Berghof en fait qui est un mur de soutènement, mais enfin peu importe. Moi j'ai assisté à des prosternations d'une maman avec ses enfants devant ce mur. Il y a des skinheads un petit peu partout dans la forêt qui cherchent des choses. Et puis il reste malgré tout 2 chalets qui n'ont pas été touchés. Ils étaient à peine à l'écart. Et l'ironie du sort veut que ce soit ceux d'Albert Speer, c'est-à-dire celui qui est toujours passé entre les gouttes. Ces chalets sont passés entre les bombes, et donc évidemment ils sont très observés de la route. Les propriétaires sont pas très aimables pour les visiteurs qui forceraient leurs portes. Mais voilà, il reste beaucoup de choses, puis il reste ces gens, d'ailleurs moi le premier. Pourquoi sommes-nous là ? Qu'est-ce qu'on est venu voir puisqu'il n'y a rien à voir ? Voilà, ce sont ces questionnements qui. Il y a la fascination d'une des grandes figures du XXe siècle, figure sombre s'il en fut, bien sûr. Qui est quand même restée tellement présent dans ces lieux parce qu'il les a aimés, tout simplement. Hitler aimait cet endroit. Oui. Et c'est un endroit qui est un endroit très important dans le romantisme allemand. À la fin du XXe siècle, il y a un grand roman qui s'appelait Zwei Menschen, donc traduit en français sous le titre de 2 êtres s'aimaient, qui est un roman un peu à l'eau de rose, mais qui a eu un succès fou en Allemagne et qui a fait connaître ce plateau où sont venus se reposer, composer les grands musiciens, les grands écrivains, jusqu'au moment où, au fond, attiré par Eckhart, qui était l'antisémite que vous avez décrit, mais qui était aussi professeur de philosophie, etc., Hitler s'est retrouvé là-bas et je dirais comme le visiteur lambda, voyant le paysage, voyant ces montagnes absolument ahurissantes qui sont tout près de vous, mais en même temps très loin,
il a adopté, pour le malheur de tous, au fond, l'Obersalzberg. Alors, nous allons y retourner tout de suite dans l'Obersalzberg et nous allons voir que Hitler est arrivé là très tôt. C'est la première chose qui m'est surprise dans votre ouvrage, on voit cette première date dès la couverture, 1922. Qui aurait dit qu'Hitler était là si tôt ? Nous y allons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez là où Adolf Hitler a passé beaucoup de temps lorsqu'il était au pouvoir et même avant. Nous sommes au Berghof, ce chalet dans les Alpes bavaroises, et nous découvrons son quotidien avec votre invité. Vous recevez Thierry Lenz, il est directeur de la Fondation Napoléon et il est l'auteur du Diable sur la montagne, Hitler au Berghof, 1922-1944, un livre paru chez Perrin. Donc Hitler est venu rendre visite dans l'Obersalzberg à Eckhart, vous nous dites, et il a trouvé le paysage tout à fait à son goût. Il faut dire que c'est exactement la caricature même de ce qu'on peut se figurer comme l'esthétique nazie, si je puis dire. L'Allemagne éternelle, les Alpes. Oui, alors on parlait tout à l'heure de la légende romantique. Il y a aussi les légendes, on va dire, pseudo-moyenâgeuses allemandes. Par exemple, sous l'Untersberg, qui est une montagne qui se trouve juste en face du Berghof, Frédéric Barberousse est réputé attendre le moment où il va venir régénérer l'Allemagne pour 1000 ans. Alors là, ça commence à nous dire quelque chose. Alors Hitler est absolument pas superstitieux, il se moque de tous les superstitieux qui l'entourent, dont Heinrich Himmler notamment. Mais enfin, ça va quand même l'influencer puisque l'invasion de l'URSS prend le nom d'opération Barbarossa. Eh oui, quand même. Elle est très largement préparée au Berghof. On a l'impression que ce paysage tellement élégiaque d'un côté et surtout héroïque par sa grandeur, par son élévation, ont pesé d'une certaine manière sur l'imagination d'Hitler et l'ont peut-être soutenu dans ce qu'on doit pouvoir appeler sa mégalomanie. Très probablement, et à la fois, même dans ce cadre, vous le signaliez tout à l'heure dans le récit, l'entourage qui connaît quand même assez souvent la gravité de la situation vers la fin de la guerre, ressort de là complètement requinqué. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient allés prendre un peu d'oxygène dans une bulle. Bon, on lit ça évidemment dans le journal de Goebbels, qui arrive avec le moral dans les chaussettes et qui ressort de là en disant vraiment cet homme est un génie. Les gens sont galvanisés par ce lieu et par celui qui l'habite. Voilà, alors en dépit de l'ennui dont vous parliez, qui est réel, puisque tout est organisé là-bas. Il y a à peu près 130-140 personnes qui travaillent au Berghof. Tout est organisé pour qu'il ne se passe rien. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, nous allons venir évidemment à la résidence d'État là dans un instant, mais ce qu'il y a d'un peu inouï, c'est la période où Hitler ne vient qu'en location, en tant que locataire, eux-mêmes au départ en petit propriétaire. Il vient chercher le bon air au début. Oui, alors au début c'est ça, il vient se reposer, et puis alors en plus il a une activité très bavaroise au début de sa carrière, donc c'est pas très loin de Munich, enfin 150 km, et donc il peut y venir assez facilement. Il a une automobile qui lui a été payée évidemment par des amis industriels, donc il peut y venir assez souvent, il s'y fait connaître assez vite. Et bien, il y a par exemple quelque chose qu'on a un peu oublié, c'est que la deuxième partie de Mein Kampf n'a pas été écrite en prison, mais elle a été écrite sur l'Obersalzberg, dans une petite maison qu'on lui a prêtée, qu'il a d'ailleurs appelée ensuite la maison du combat, comme avec toujours ces noms qu'il a un petit peu inventés. Et là, il a d'abord été dans un petit hôtel qui s'appelait le Platterhof, qui est devenu ensuite les fameuses casernes SS, qui a été agrandi jusqu'à faire 4 bâtiments de 100 mètres de long. Et au moment où il n'a plus pu avoir cette location, il est allé dans une espèce de pension d'anciens marins. Alors là, ça lui plaisait pas parce que les gens buvaient, les gens faisaient du bruit, ils se disputaient. Lui, il voulait avoir la vedette partout. Oui. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il peut d'abord s'installer, puis racheter le chalet Warenfeld, où là, il va se sentir chez lui, quoi. Et alors, évidemment, juste au moment où il devient le chancelier, donc au début des années 30, en 1933, il faut modifier le statut du chalet en question. Et non seulement son statut, mais modifier sa taille, bien sûr. Oui. Alors, il y a tous ces grands travaux, vous avez cité Martin Bormann, c'est véritablement, alors le diable est sur la montagne, mais il a un adjoint, si vous voulez. L'adjoint, c'est vraiment Martin Bormann, qui va organiser l'ensemble à la fois le plateau. C'est une sorte de maître d'œuvre, là, maître d'œuvre, il prend les décisions à la place d'Hitler. Hitler ne prend
pas vraiment de décision, il est le Führer, le guide. Donc il donne des idées et Bormann applique. Par exemple, un jour en promenade, Hitler remarque une ferme dont il dit qu'elle jure un peu dans le paysage. Quand il revient 3 semaines plus tard, la ferme a été rasée. Et puis Bormann va organiser le travail gouvernemental, parce que n'oublions pas quand même qu'Hitler est chef d'État, et il va tellement bien l'organiser qu'on va annexer la ville de Berchtesgaden, dans laquelle on va construire une chancellerie, une nouvelle gare, un état-major de la Wehrmacht, on va y loger les chefs d'état-major. Une sorte de capitale annexe. C'est la capitale bis. On dit souvent Hitler déteste Berlin, et en tout cas, il s'installe le plus souvent possible, quand même 19 mois pendant les 4 années 40-44, c'est énorme. Sans quoi, compter tous les longs séjours qu'il y a fait avant la guerre, bien entendu. Oui. Ça a été pour lui un lieu, on pourrait presque dire, c'était une sorte de plaque tournante, hein. C'était son QG d'une certaine manière, un des QG en tout cas. Oui. Il a fallu donc tout aménager comme vous nous dites, en termes de transmission notamment, d'accès, de défense aérienne et de défense terrestre, avec les fameuses casernes. Donc ça a été il reste beaucoup de choses. D'ailleurs, quand on monte de Berchtesgaden à l'Obersalzberg, on tombe sur les guérites, qui étaient d'ailleurs des petites maisonnettes très confortables, enfin dans un style assez caractéristique par ailleurs. Bien sûr, on n'a pas détruit tout ça, de même qu'on n'a pas détruit la route qui a été refaite et qui est une route assez spectaculaire pour monter jusqu'à l'Obersalzberg et qui garde ses garde-fous d'époque et ainsi de suite. La fameuse chancellerie bis qui se trouve à Berchtesgaden a été longtemps le siège de l'état-major américain dans la région. Aujourd'hui, c'est un bâtiment municipal. La gare n'a pas été touchée. Alors, on a quand même gratté les croix gammées sur les boucliers des guerriers qui décorent la gare. Mais enfin, vous voyez, encore une fois, il n'y a plus rien, mais il y a tout. Non, c'est très intéressant. C'est une vraie découverte que vous nous faites faire là. C'est que j'ai toujours vécu, moi, dans l'idée que tout ça avait totalement disparu, et on découvre au fil de vos pages que énormément de choses sont toujours là, en vérité. Vous parliez des souterrains quand même. Voilà, par exemple. 4,5 km à la fois de souterrains, mais de logements. Göring a par exemple 1000 mètres carrés à sa disposition dans son bunker. Et tout ça est relié. Les bunkers sont reliés entre eux et on peut encore les visiter aujourd'hui. Alors soit par un centre de documentation de l'Institut d'histoire contemporaine de Munich, donc là on est vraiment dans le neutre et le glacial, mais il y a un hôtel qui est une ancienne caserne SS où là c'est privé, où on vous le fait visiter dans le jus, si je puis dire, et dans une ambiance un peu double, quoi. C'est-à-dire que tout le monde peut y trouver ce qu'il cherche. Voilà. Il y a parmi les visiteurs de simples curieux et des curieux qui sont moins simples, si on peut dire. Voilà. Forcément. C'est là que tout est né, nous l'avons vu, hein, c'est toute cette terrible aventure du Troisième Reich. C'est là que tout aurait pu finir si Hitler n'avait pas décidé au dernier moment, si je puis dire, lors des grandes campagnes de bombardement alliés, d'aller s'installer à Berlin. Quelle idée était... C'était quand même, et malgré tout, de finir à Berlin. Dans sa capitale. Dans sa capitale. Même s'il n'aimait pas Berlin, nous dites-vous. Oui. Hein, qu'il avait totalement remanié avec Albert Speer. Alors, il avait encore d'autres projets, parce que Speer est un des grands acteurs de l'Obersalzberg. Hein. Il a là-bas son atelier, il a ses maquettes, etc. Alors, il va nous raconter après la guerre tout un tas de balivernes, hein, évidemment. Mais fait partie de ceux dont je parlais tout à l'heure, là, qui racontaient leur mémoire. Ils sont. Alors, on le sait d'autant plus. Il vient de paraître une biographie de Speer chez Perrin, là justement aussi, où maintenant on a la preuve qu'il est au courant de tout, c'est-à-dire y compris de l'Holocauste, y compris des raisons pour lesquelles on déplaçait les Juifs de Berlin, etc., quoi. Il n'y a pas de doute. Et donc Hitler va finir là-bas. Speer nous dit qu'il aurait eu une conversation avec Hitler dans laquelle Hitler lui dit qu'est-ce que je dois faire, comme si Hitler demandait quoi que ce soit à quiconque. Surtout à ce moment-là. Voilà. Et Speer lui dit maintenant vous devez mourir à Berlin si vous devez mourir, quoi. Hein. Et effectivement, il va laisser l'Obersalzberg entre les mains d'Eva Braun, qui est la vraie patronne là-bas. Eva Braun va faire venir sa famille, sa sœur et ainsi de suite. Et ce sont ces gens-là qui vont subir ce bombardement, 400 bombardiers d'un coup. Mais c'est le seul bombardement de toute la Deuxième Guerre mondiale sur l'Obersalzberg. Les Anglais savaient tout. Ils avaient des photos aériennes, ils savaient Pourquoi exactement... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas bombardé plus tôt ? Alors, plusieurs raisons. La première, c'est que on ne se tuait pas entre chefs d'État, même à cette époque-là. Mm-hmm. Et puis la seconde, c'est... Il faut toujours le souligner, parce que c'est dans un rapport des services secrets anglais. Il y a eu un moment un projet d'assassinat d'Hitler à l'Obersalzberg, auquel les Anglais ont renoncé. Et dans le rapport figure cette phrase qui n'est pas de l'humour, c'est « il vaut mieux qu'il vive parce qu'il fait tellement d'erreurs que ça nous permettra de gagner la guerre plus vite ». Alors on est pas un mauvais calcul. Début 44. Oui, peut-être pas un mauvais calcul. Ce qui est symbolique, c'est la
l'aimantation littéralement des troupes alliées en reconquête. Où va-t-on? Quand la guerre se termine-t-elle à l'ouest? Le jour où l'on a pris le nid d'aigle. Hein, ça a été vraiment ça a été le but ultime d'une certaine manière. Oui. C'est d'ailleurs le résultat d'une espèce d'erreur stratégique des Alliés. C'est-à-dire qu'ils ont longtemps cru que les Allemands concentraient des troupes dans les Alpes bavaroises pour y faire une espèce de réduit alpin, comme ils l'appelaient. En fait, ils se sont laissés leurrer par les mouvements naturels de repli des troupes qui venaient soit du nord, soit d'Italie, et ainsi de suite. Tout le monde s'est retrouvé là-bas. Les dignitaires nazis ont envoyé les trains de tout ce qu'ils avaient pillé là-bas, et ce qui fait que les Alliés, enfin les Américains, ont longtemps cru qu'il y aurait un réduit alpin. Du coup, ils ont obliqué leur direction d'offensive vers cette région-là, puis ils ont laissé le nord-est aux Russes et Berlin à Staline. Alors, le grand bombardement est fait aussi pour montrer à Staline que nous aussi, on sait détruire les sanctuaires nazis, en quelque sorte. Mais il n'y avait plus personne. On essaie de faire bonne figure. Il y a eu 6 morts dans ce bombardement, 400 avions quand même. Oui. Le rendement est très faible. Un peu. Nous allons venir à la vie quotidienne au Berghof, parce que tout ça c'était le décor, si je puis dire, mais j'ai raconté moi quelques éléments de cette vie quotidienne, et notamment un des aspects qui moi me fascine toujours, le travail, l'organisation très particulière du travail d'Hitler. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous découvrons, grâce à votre invité Franck Ferrand, Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon, le quotidien d'Adolf Hitler au Berghof. D'ailleurs, ce quotidien, on peut le découvrir dans le dernier livre de Thierry Lenz, Le diable sur la montagne, Hitler au Berghof 1922-1944, paru chez Perrin. Alors que fait Hitler lorsqu'il est au Berghof? Eh bien, j'allais dire pas grand-chose, et je vous cite Thierry Lenz. Le mode de travail d'Adolf Hitler ne ressembla en rien à celui d'autres gestionnaires d'empire, qui plus est au milieu d'un conflit sans pareil. Sa conception du travail d'État est tellement inattendue qu'on ne peut même pas dire que, tel le Don Quichotte de Cervantes, il voulait donner du temps au temps. Car du temps, il en gaspilla beaucoup, et pas forcément, quoi qu'il ait prétendu, pour mûrir ses décisions. Ce fut encore plus marquant pendant les mois passés au Berghof durant la guerre. Tout s'y passa, comme si la consigne était de donner au souverain le moins d'ouvrage possible, de lui garantir une vie quasi contemplative et de limiter ses efforts à quelques réunions quotidiennes, et qu'on ne voit pas seulement derrière cette vacuité une tentative d'un Bormann ou d'un Himmler de le transformer en roi feignant pour mieux accaparer le pouvoir. Ce dérèglement, de plus en plus prononcé, fut exigé par l'intéressé, qui rejetait la moindre critique sur cette pratique et partant toute modification de ses habitudes. Il ne fait pas grand-chose, en fait, Hitler. Il était paresseux, d'après vous? Non, alors il est le guide. Oui. Donc le guide, il y a une note de Bormann qui explique aux gens, attendez, c'est le guide, donc il n'est pas là, je paraphrase évidemment, pour signer des parapheurs à longueur de journée. Donc vous le laissez réfléchir, il va me donner ses instructions, évidemment, Bormann prend d'une certaine façon le pouvoir à ce moment-là, et c'est Bormann qui va traduire on va dire en actes juridiques les lubies. Ça peut être des lubies aussi d'Hitler, les décisions qu'il prend, il s'occupe quasiment plus de politique intérieure après le déclenchement de la guerre, son truc ça devient la guerre, oui. Et donc il fait ces 2 réunions de situation quotidiennes, mais qui commencent toujours par un exposé liminaire de lui. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que ils font déplacer sur des centaines de kilomètres les chefs de corps, les patrons de l'armée, un nombre de généraux qui se tuent au décollage de Salzbourg, absolument invraisemblable. Et puis tout le monde arrive pour l'entendre pérorer, en fait. Là, tout à l'heure, Dietrich nous dit que il apprend le débarquement dans la grande salle du Berghof. C'est pas vrai, parce que là aussi, Dietrich se rappelle peut-être pas de tout, mais en fait, on sait que le débarquement a commencé dans la nuit et on n'a pas osé aller réveiller. Moi, je pense que le débarquement dont parle Dietrich, là, c'est une confusion. Il parle du débarquement en Sicile des Américains, à mon avis. Oui. Et donc, on n'ose pas le réveiller et il dort jusqu'à 11h. Alors que dans le salon, il y a les officiers d'état-major, il y a Speer qui est venu en catastrophe en disant mais enfin, il faut le réveiller. Non, on ne réveille pas le Führer. Il doit se réveiller naturellement. Et puis, lorsqu'il se réveille, il prend même pas de nouvelles. Il va directement à Salzbourg, donc à 40 km de là, pour rencontrer
le Premier ministre hongrois avec lequel il négocie la livraison des Juifs hongrois. Et c'est seulement à 16h30 le 6 juin qu'Hitler se préoccupe de ce qui se passe en Normandie. Incroyable. Et sa première remarque, c'est, il se tape dans les mains, il dit « Ah, ils sont tombés dans le panneau ». Et on se demande bien lequel. Enfin, les officiers qui étaient là on se demande surtout qui est tombé dans le panneau. Voilà, les officiers qui étaient là étaient confondus. Et beaucoup de décisions étaient prises comme ça. Après Stalingrad, alors Hitler prend un coup au moral. Après Stalingrad, il va de moins en moins bien à partir de ce moment-là. Mais enfin, il va 3 mois au Berghof, pour se reposer du stress, en quelque sorte. Ce qui est, pour les militaires, c'est totalement ahurissant. Vous qui avez l'habitude de travailler sur un personnage hyperactif qui dort très peu, qui dicte 4 lettres à la fois, c'est l'exact opposé de Napoléon, en fait. Alors, à tout point de vue, évidemment, on en a déjà discuté, c'est à tout point de vue, ça n'a strictement rien à voir. Simplement, ce qui est très frappant, c'est le respect qu'il inspire autour de lui, véritablement un magnétisme, puisque des gens ont le pouvoir, Bormann, Himmler, Goebbels, Speer, et ces gens respectent à la lettre le moindre désir d'Hitler. Jamais on ne lui fait, passez-moi l'expression, un enfant dans le dos. On fait ce qu'il dit, rien de moins et parfois beaucoup plus. Oui. En fait, on pourrait dire que Hitler est un contemplatif au pouvoir. C'est assez extravagant quand on voit tout ce qui s'est fait en son nom partout, et qu'il a quand même lancé, incontestablement. Oui, bien sûr. Il y a des discussions. Il ne s'agit pas de l'exonérer du tout. Oui, il y a quelques témoignages sur des discussions, par exemple sur l'Holocauste, qui ont eu lieu à l'Obersalzberg. On y a vu quand même en 42 notamment beaucoup Himmler accompagné de Heydrich, donc il venait probablement pas pour cueillir des Edelweiss. C'était on a des tas de films de leur arrivée, etc. Parce qu'il y a eu quand même une activité diplomatique au Berghof, beaucoup avant la guerre, mais encore un peu pendant la guerre, où pratiquement tous les hommes d'État européens sont allés dans ce chalet. Et pour cause, oui, bien sûr. Puisqu'il était là, donc il fallait aller le voir à l'endroit où on le trouvait. Et puis il y a aussi, bien sûr, tous ces visiteurs autres, dont celle qu'on ne peut pas oublier, évidemment, c'est Magda Schneider. Oui, la voisine, la mère de Romy Schneider. Et qui vient au Berghof avec sa petite fille. Vous en faites un intermède, d'ailleurs, c'est très intéressant, votre écriture est vraiment très réussie. Et il y a des intermèdes comme ça sur des ouvertures, on pourrait dire. Oui, parce que là, si vous voulez, on peut pas évidemment accuser quoi que ce soit à Romy Schneider, qui est née en 1938, mais Magda est quand même très très présente. D'ailleurs, on dit toujours qu'elle était la voisine. Elle était effectivement voisine, à 10 km du Berghof, et c'est elle qui a acheté une maison là-bas. C'est-à-dire que c'est pas le hasard qui l'a fait être voisine d'Hitler. Hitler avait probablement le béguin pour elle. Romy Schneider a toujours pensait que sa maman avait eu une aventure avec Hitler, ce qui est probablement faux, mais donc il y a ça. Puis il y a l'autre intermède dont il faut quand même parler, c'est le seul allemand juif de l'Obersalzberg, qui s'appelle Joseph Eichengrün, et que les nazis vont faire fuir avant même la prise du pouvoir, et ce Eichengrün, il est très probablement, d'après les spécialistes, le vrai inventeur de l'aspirine. Incroyable. Le Bayer ne l'a jamais reconnu. Et ce Eichengrün, je conseille à nos auditeurs d'aller le découvrir dans votre ouvrage, puisque nous n'avons plus le temps, de nous appesantir. Le diable sur la montagne, Hitler au Berghof, de 1922 à 1944. C'est donc le nouvel ouvrage de Thierry Lenz chez Perrin. Pascal nous demande via Facebook d'évoquer Hunting Hitler. Vous savez, cette documentaire enquête, cette série documentaire sur la fin d'Hitler. Je vous signale à ce propos que le film La mort d'Hitler de Jean-Christophe Brizard sera bientôt diffusé sur France 2 et ça va faire l'objet chez Fayard d'un ouvrage qui sortira le 12 mars prochain. Merci beaucoup Thierry Lenz de nous avoir ouvert un peu cet étrange Berghof qui continue, on l'a compris, à fasciner le public à travers le monde. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Un retour aux origines consacré aujourd'hui aux colorants. Alors vous allez nous parler des colorants naturels, des colorants synthétiques. Les premiers colorants, ils datent de quand ? Je sais pas, il faudrait remonter au Paléolithique, vous savez, aux grottes. Ah oui, à ce point-là, aux grottes de Lascaux, etc. Ah oui, et à d'autres même plus anciennes, n'est-ce pas ? Alors on utilisait des colorants naturels, bien sûr, pour les jaunes, les ocres, les rouges, des oxydes de fer, pour les bruns, des oxydes de manganèse, etc., etc. Et puis aux alentours de 1500 avant
notre ère, les Égyptiens utilisent, eux, le safran, le pastel, la garance, donc des colorants végétaux, la garance colorant rouge, extrait d'une plante. Jusqu'au milieu du 19e siècle, on fera la même chose, en raffinant les choses, en les cultivant de façon plus rationnelle, mais la plupart des colorants sont d'origine végétale. La racine de garance fournit l'alizarine rouge, l'indigofera fournit l'indigo bleu, bien entendu, etc., etc. Et puis, il y a quelques colorants d'origine animale, des insectes comme le carmin, en extrait de la cochenille, des mollusques comme la pourpre. Ils sont utilisés donc là en teinturerie, et les plus courants sont l'indigo et la garance, car on peut utiliser ces colorants sur de nombreux tissus, et ce sont des colorants qui tiennent bien au lavage, ce qui était toujours le grand défi, bien entendu. Il fallait que le colorant puisse tenir. Ce sont des colorants très, très chers. Je vous parlais de pourpre tout à l'heure. Il faut 12 000 coquillages pour obtenir 1,5 gramme de colorant. Vous comprenez pourquoi la toge de l'empereur était de pourpre, n'est-ce pas? Quant au premier colorant industriel, il est découvert par hasard en 1856 par le chimiste anglais William Perkin. Il s'agit de la mauvéine, donc la pourpre aniline, si vous voulez, un colorant mauve, obtenu par oxydation d'un dérivé du pétrole. Il est soluble dans l'eau et l'alcool et utilisé dans des colorations de textiles. Ça va susciter l'intérêt, bien sûr, de toute l'industrie textile, des soyeux lyonnais, etc. Et les chercheurs vont se mettre à essayer de fabriquer, de découvrir des colorants de synthèse. François-Emmanuel Verguin, qui est un Français, comme son nom l'indique, en 1859, va ainsi synthétiser la fuchsine, donc pour faire du rouge magenta. On va faire également la synthèse de colorants naturels comme l'alizarine, principe du colorant de la garance, ce qui est au cœur même de la garance. On va le synthétiser pour pouvoir faire du textile rouge autant qu'on veut. L'industrie textile utilise donc de plus en plus les colorants de synthèse, et puis ensuite on va se mettre à colorer les aliments, n'est-ce pas? Le premier colorant synthétique alimentaire date de 1882. C'est un jaune qui s'appelle le jaune quinoléine, et ce jaune quinoléine, il a été rebaptisé. Aujourd'hui, vous le trouvez sur les emballages, etc., sous le nom de E104. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.